De retour au plateau, nous retrouvons nos invités pour notre quatrième et dernier sujet. C'est le sujet Togo, un nouveau code électoral sur la table des députés. Une session extraordinaire ce mardi 23 janvier 2024 pour analyser la proposition du gouvernement, le projet de loi adopté par le gouvernement le 18 décembre 2023 en Conseil des ministres, un projet de loi relatif à la fixation du nombre de députés à l'Assemblée nationale, aux conditions d'éligibilité, au régime d'incompatibilité et aux conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant. Les députés doivent se prononcer sur cette question ce mardi. Le code électoral, toujours au cœur des débats, nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Abaili. Les députés doivent se prononcer ce mardi sur le code électoral, surtout la question du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Faut-il quitter les 91 pour aller au 117, comme le proposent certains, pour aller à quelque chose, ou bien faut-il... Bon, je ne pense pas qu'il y a une proposition de réduction. Hein. Il y a une proposition de révision de la répartition et tout ça là. À quoi doit-on s'attendre demain? Oui, vraiment, c'est à la sortie de demain, du plénière de demain que nous saurons vraiment ce que la commission de loi nous réserve. Mais pour le moment, nous savons exactement qu'il y a eu proposition par, comme on appelle, la concertation des partis politiques, ont proposé une augmentation le CPC a proposé une augmentation du nombre de députés, d'autres ont évoqué 117. Je pense que c'est ce qui a été retenu au niveau du gouvernement, mais au niveau de l'Assemblée nationale, ça peut être retouché, ça peut être au rabais, c'est ce qui serait beaucoup plus raisonnable. Au rabais par rapport au 117? Au 117. Okay, non, on peut pas pour le moment pas revenir en bas de 91, puisque les circonscriptions électorales sont déjà connues, tout ça là, donc peut-être à la hausse, plus que 91, mais peut-être 117 sera validé ou un peu moins. Ce nouveau code, c'est-à-dire que ce code électoral on va modifier, puisque ce n'est pas un nouveau code, mais plutôt la modification de l'ancien code. On doit aller à cette modification parce que si on augmente le nombre de députés, cela veut dire que les circonscriptions électorales doivent évoluer. Ouais. Et peut-être que les préfectures vont devenir des circonscriptions électorales, contrairement à d'autres, à ce qui se faisait avant, où certaines préfectures peuvent être associées à deux peut être associées à deux pour constituer une circonscription électorale. Parler des communes. Non. Des communes, puis ce sera... Non, je parle bien de quoi là, des préfectures. Par exemple, certaines préfectures. Okay, vous prenez par exemple la préfecture d'Akebou et la préfecture de Roa forment une seule circonscription électorale pour les élections. Donc, cette fois-ci, ça peut être éclaté. Je dis bien ça peut être parce que ça dépend de ce qui sera décidé demain à l'Assemblée nationale. Eh bien, au-delà des élections législatives, il y a les élections régionales que nous voulons faire pour la première fois, qui sera couplée avec cette élection législative à venir probablement à la fin de ce trimestre de l'année 2024. Le fait de coupler les deux élections, c'est la première fois que nous voulons le faire au Togo. Donc, le code électoral doit être réadapté à la situation actuelle. Je pense que c'est sur cette proposition que le gouvernement demande, à l'Assemblée nationale de statuer sur ces questions qui, si elles ne sont pas touchées, va poser un peu de quoi là au niveau de préjudice au niveau du processus électoral. Alors, Samir Ourossama, les députés vont plancher demain sur le code électoral, une modification, en tout cas les directives données par le gouvernement lors de son conseil des ministres du 18 décembre, en ce qui concerne surtout les postes vacants, comment pouvoir à ces postes, le nombre de députés qui a longtemps fait débat au CPC. Non, je pense que nous sommes résolument engagés dans ce processus électoral et tout ce qui va contribuer à ce qu'on ait des élections transparentes, inclusives, apaisées. Le gouvernement ne ménage aucun effort dans ce sens-là. Et il faut déjà saluer le modèle de gouvernance concertée prôné par le chef de l'État, Fonia Singbe. Et vous savez que notre pays a choisi ce modèle-là de faire en sorte que toutes les préoccupations, que toutes les inquiétudes que les acteurs politiques ont à un moment donné par rapport au processus électoral, que ces questions-là soient discutées au sein d'un cadre qui a été mis en place. C'est un cadre permanent de concertation. Et toutes les modifications qui ont été proposées et qui ont été
comment l'appelle-t-on, accepté par le gouvernement dans le cadre donc de ces deux projets de loi, c'est-à-dire un projet de loi qui modifie le code électoral et un autre projet de loi qui modifie la loi organique fixant le nombre de députés, le régime d'incompatibilité, les conditions dans lesquelles les postes vacants sont, comment l'appelle-t-on, sont occupés. Donc, je pense que tous ces éléments-là témoignent de la vivacité de notre démocratie et le fait que chaque acteur, quelle que soit son appartenance politique, a droit à la parole. Et vous vous rappelez bien, dans ce processus-là, lorsque le gouvernement a adopté en Conseil des ministres ces deux projets de loi, je pense que il avait été dit que les démarches vont continuer, c'est-à-dire les consultations vont continuer. Et vous êtes rendu compte qu'en début d'année, les acteurs politiques se sont retrouvés également au niveau du cadre permanent de concertation pour discuter de ces questions-là. D'abord pour voir des critères qui vont véritablement permettre à ce qu'on puisse augmenter ou non le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et ensuite, le deuxième élément, c'est de voir quels sont les critères qui vont déterminer la définition ou le changement de ce qu'on peut appeler le découpage électoral. Donc, en termes de découpage électoral, comment est-ce que cela se fera? Est-ce que la commune sera considérée comme une circonscription électorale? Est-ce que c'est la préfecture qui va être considérée comme une circonscription électorale? Ou il y a d'autres paramètres, les questions d'équité, les questions de solidarité et tout ce que vous connaissez lorsqu'on constitue une nation. Est-ce que ces différents éléments-là vont être pris en compte dans le cadre de ces deux projets de loi qui sont proposés par le gouvernement? Nous sommes heureux parce que, vous savez, le gouvernement a annoncé que le scrutin doit se tenir, ce scrutin couplé doit se tenir normalement au plus tard à fin premier trimestre 2024. Nous sommes en janvier, il reste 2 mois. Je pense que c'est de bonne guerre que l'Assemblée nationale se réunisse et qu'ils adoptent le plus rapidement possible ces tests-là et que des décrets d'application soient pris pour que les différentes dispositions qui vont être prises pour qu'on ait des élections transparentes, apaisées, crédibles, que ces élections puissent se tenir. Et comme on le dit en démocratie, on ne peut jamais avoir le consensus. Aujourd'hui, peut-être que dans cette semaine, on va adopter ces lois. Vous allez encore voir les acteurs politiques qui vont sortir, dire qu'ils dénoncent ceci, qu'ils dénoncent cela. Sauf que lorsque vous vous retrouvez dans ce genre d'espace de concertation, de recherche de consensus, quand vous n'obtenez pas le consensus, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, il peut y avoir un parti politique ou quelques partis politiques qui ne seront pas d'accord avec les modifications qui vont être apportées, sauf que, comme je l'ai dit, le processus, il est réel, le processus est ouvert, le processus est inclusif, le processus est fait en sorte que chaque Togolais, quel que soit son bord politique, son appartenance ethnique et tout ça là, que nous retrouvions dans ces modifications qui vont être apportées à ces différents tests-là. Et l'aboutissement ne sera qu'heureux. Et nous ne pouvons que nous féliciter de ces différents efforts, de ces différentes démarches qui sont entreprises par les plus hautes autorités de notre pays, sous le leadership du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et vous savez, nous aurons des élections très, très, très belles, crédibles, apaisées, qui vont faire en sorte que l'Assemblée nationale soit le reflet donc de la diversité du peuple togolais. Merci beaucoup pour cet optimisme. Gabin Adjaro, les députés se réunissent ce mardi pour étudier ce projet ou bien ces projets de loi, surtout sur le code électoral et la loi organique. Oui. La loi électorale concernant le nombre de députés, comment faire pour les postes vacants et tout cela. Surtout, ce qui retient l'attention, c'est ce qui a longtemps fait débat au CPC, cette question d'augmentation ou non du nombre de députés à l'Assemblée nationale au Togo. Oui, j'apprécie l'optimisme de Orosama, mon ami, et c'est tout ce qu'on souhaite pour le Togo, parce qu'on veut avoir des élections désormais apaisées, calmes et transparentes surtout, parce que il faut quand même que le peuple soit représenté à l'hémicycle et on a besoin de cette représentativité-là pour avancer. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sont 4 points qui seront touchés, mais ce qui retient notre attention premièrement, c'est le nombre de députés. Surtout. Dans une situation où on parle souvent de
de la situation économique difficile qu'on traverse, où les caisses sont pratiquement vides, oui, on va organiser les élections sur fonds propres aussi, puisqu'on ne sollicite plus l'aide des autres. Hein. C'est un gage de souveraineté aussi. C'est tout à fait normal. Quand vous dites État souverain, il faut que vous arrivez à choisir vos dirigeants par vos propres moyens. C'est déjà très bien. Mais aujourd'hui, moi, je pense que 117 députés, même si ce n'est pas encore choisi, aller au-delà de 91 députés, c'est déjà de trop. Moi, quand on avait parlé de 91 députés, je me suis dit, c'est quoi? On veut aller où? Parce que ça fait trop de dépenses. Les émoluments de députés, les dépenses qu'on fait par rapport aux députés sous la création des commissions, tout ça, ça se nourrit de l'argent. Et aller au-delà encore de 91 députés, moi je me dis, alors là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui se dit, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, quand le CAR avait fait cette proposition de 117 députés, disant que comme on a 117 communes, c'est mieux qu'on fasse de chaque commune une circonscription électorale, je me suis dit, ça c'est de se foutre de l'intelligence des Togolais, parce que quoi tout mandat impératif est nul. Donc un député, il représente le Togo du nord au sud. Donc on ne peut pas se prévaloir de cette situation-là pour dire que les députés vont travailler en symbiose avec les maires. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives, ils n'ont même pas les mêmes objectifs. Les maires sont là pour développer leur commune, les députés ils sont là pour voter les lois pour la nation et contrôler l'action du gouvernement. Mais même 50 députés, on peut y arriver quand même, puisque même si c'est 51 députés, puisqu'il faut toujours un nombre impair, on peut y arriver quand même à conduire on peut arriver à voter les lois et contrôler l'action du gouvernement, puisque tout mandat impératif est nul. Mais aujourd'hui, quand on me parle de au-delà de 91 députés, parce que la dernière fois, moi, j'ai eu à discuter la semaine passée, j'ai eu à discuter avec un député où je lui posais la question de savoir, à l'hémicycle, quand on nous parle de 117 députés ou autres, comment est-ce que ça se pose? Il me dit que lui il ne sert absolument rien, on saura ce qui va se passer quand la loi sera votée. C'est ce qu'il m'a dit, un député, un président de groupe parlementaire d'ailleurs. Je ne refuse pas, il ne sait pas comment ça se fait, comment, il ne sait pas. Il ne sait pas comment les choses se sont passées. Parce que, vous savez, on parlait... Et puisqu'il n'est pas au CPC, il n'est pas au CPC. Non, il est au CPC, il participe très, très bien. Je dis que c'est un président de groupe parlementaire. Et donc il était dans les discussions au CPC aussi. Parce qu'il n'imaginait pas que le gouvernement allait prendre cette proposition-là avec une telle célérité. Vous voyez un peu la proposition du CAR, entre-temps soutenue, ou bien, parce que c'est un journaliste qui l'avait dit, soutenu par le DMP, qui s'est retracté par après, disant que non, il ne faut pas partie de cette proposition. De toutes les façons, c'est une proposition au CPC. C'est une proposition du CAR. Ouais. Maintenant, on parlait depuis fort longtemps de redécoupage électoral. C'était ça le problème. Oui. C'est par là que le CAR a dit, quand on parle de redécoupage électoral, nous, on va proposer 117 députés. Pour que chaque circonscription électorale, chaque commune sert pour de corriger circonscription électorale. Les injustices, hein, je suppose. Quand on fait ça là, au même moment, le même CAR dit que non, on veut faire économie en couplant les élections futures. Mais quand on veut faire des économies, on augmente le nombre de députés et de surcroît le nombre des émoluments, le nombre le montant que l'État doit payer à chaque député. Il faut être assez sincère avec soi. Soit on veut une chose, soit on ne le veut pas. Alors, à quoi doit-on s'attendre demain? Une augmentation ou on garde les 91? Selon vous, lequel serait mieux? Moi, vu la lecture que j'avais faite, quand on propose un test aujourd'hui et puis le lendemain, le gouvernement s'en saisit. Tu vois un peu, le gouvernement s'en saisit. Ça veut dire qu'il y aura augmentation. Même si ce n'est pas 117 députés, sachez très bien qu'on n'aura pas 91. On n'aura plus 91 députés. On aura au-delà de 91 députés. Et pour vous, ça pose un problème? Ça pose un problème. Ok. Je reviendrai tout à l'heure sur le problème. Le problème qu'il pose, c'est justement ce problème financier. Et plusieurs partis aussi ont soulevé cela, hein, des leaders d'opinion ont parlé aussi de ce besoin-là d'argent qu'on exprime tout le temps. Et puis finalement, pour résoudre un problème politique, on propose l'augmentation du nombre de députés. Est-ce pour autant qu'il faut garder les 91 ou bien il faut tenir compte justement de cela pour peut-être trouver une solution qui ne veut pas dire forcément augmentation du nombre de députés? Docteur Guillaume, permettez-moi de saluer la clairvoyance du gouvernement en acceptant cette proposition venant du CPC. Nous savons tout ce que... Venant du CAR. Venant du CPC. Venant du CPC. Je le répète bien. C'est consensuel au niveau de CPC avant d'arriver sur la table du gouvernement. Et là, le gouvernement a
accepter cette proposition venant des acteurs politiques. Nous savons ce que les acteurs politiques nous ont créé dans ce pays, surtout les gens du camp de l'opposition, qui, toute chose venant du gouvernement est contestée. Ils ont voulu créer des problèmes en disant, en commençant par dire non, il faut un redécoupage électoral, il faut ceci, il faut cela. Heureusement que M. Gabin a souligné que ça vient d'une proposition de l'opposition. Si on disait par exemple que c'est une proposition de la majorité parlementaire unie, les gens allaient dire non, et peut-être c'est pour ils veulent augmenter leur comment on appelle, leurs députés, le nombre de députés, tout ça là. C'est une proposition venant de l'opposition. Et quel type d'opposition d'ailleurs? Qui se dit radicale? Alors, je le précise bien. Donc, au sujet. Le cas n'a jamais été radical. Le cas a toujours été une position modérée. S'il vous plaît, on va pas faire ce débat. Revenons à la question que je posais. Oui. Il y a un problème d'argent que certains posent. Est-ce que normalement le problème d'argent se pose pour l'augmentation du nombre de députés? Et si oui, faut-il rester au 91 selon vous, ou bien quand même il faut avancer? Un problème politique qui se crée au Togo, comme on appelle, entre les acteurs politiques, nous crée plus de dépenses que ce que va engendrer l'acceptation collégiale de cette proposition de l'augmentation. Donc je pense, oui, il n'y a même pas de problème qui pour devrait moi, se poser. si les acteurs politiques s'accordent sur un certain nombre de députés, si les 117 sont validés entre eux au niveau de comment on appelle, de la CPC, okay, et que le gouvernement a juste transmis cette volonté des acteurs politiques au gouvernement, à l'Assemblée nationale, que les acteurs, c'est-à-dire que ceux qui votent les lois, statuent sur ces points qui s'entendent pour essayer de nous trouver quelque chose. S'ils vont valider, les 117 ils n'ont qu'à valider. S'ils ont des argumentaires qui vont les ramener un peu plus bas, écoutez bien, les arguments que le gouvernement a avancés, c'est quoi? Ce qui sort du CPC que le gouvernement a transmis au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la population togolaise a augmenté. Ouais. Vous vous souvenez bien que nous n'étions pas à 91 députés, c'était moins avant. Ça a évolué jusqu'à 81 et plus tard c'est venu jusqu'à 91. Mais le Togo évolue. L'augmentation du nombre de députés proposée par l'opposition et acceptée par la majorité, comment on appelle, parlementaire, c'est-à-dire qu'au niveau du CPC, c'est suite au constat, comment on appelle, du recensement électoral, du recensement, comment on appelle, de la population passée. Nous passons aujourd'hui à 8 millions, à plus de 8 millions. Eh bien, si cette proposition vient de l'opposition, pour que le gouvernement puisse, comment on appelle, s'accorder, c'est-à-dire que pour que la majorité puisse s'accorder sur ce que propose le CPC, mais l'Assemblée nationale n'a qu'à statuer. Mais pour vous, donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À se faire pour les besoins d'argent que certains soulèvent. Les besoins d'argent, s'il y a un problème aujourd'hui entre les acteurs politiques, nous savons les dépenses que ça va engendrer, ça serait pire que ce que nous sommes en train de prévoir actuellement. Donc, au niveau c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Samir Ourossama, doit-on s'attendre à une augmentation? Il y a certains qui soulèvent les besoins financiers du Togo qui ne permettent pas d'organiser les charges de l'État en créant de nouveaux postes de députés. Je pense qu'il faut dépassionner le débat. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui notre constitution, la société togolaise est organisée autour de 3 pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir judiciaire et vous avez le pouvoir législatif. Donc, le pouvoir législatif n'est pas un pouvoir moindre, en fait. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste avec nous-mêmes. Et on a dit, et quand vous prenez les dispositions de la Constitution, le Constitution togolais a été clair. Le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de 2 assemblées. Donc vous avez l'Assemblée nationale et vous avez le Sénat. Sauf que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, nous n'avons pas réussi à mettre en place le Sénat. Donc en réalité, l'Assemblée nationale aujourd'hui joue le rôle des 2 assemblées. Et donc aujourd'hui, que les gens disent que c'est trop d'argent, est-ce que les gens peuvent nous dire combien coûte l'Assemblée nationale au cours d'une année budgétaire, au cours d'un exercice budgétaire? Est-ce qu'ils peuvent nous sortir les chiffres pour nous dire qu'en réalité, quand on compare le coût du fonctionnement de l'Assemblée nationale par rapport au pouvoir judiciaire, au pouvoir exécutif, on se rend compte que non, nous sommes en train comment l'appelle-t-on, nous sommes en train de dépenser de l'argent inutilement. Vous savez le rôle que l'Assemblée nationale fait et ce que nous sommes en train de voir au niveau de notre Assemblée, nous n'avons pas encore fait la moitié même du travail que devrait faire une Assemblée nationale. Est-ce que vous savez qu'en réalité, chaque député à l'Assemblée nationale devrait avoir un cabinet? Est-ce que vous savez que chaque député devrait avoir un assistant
assistants parlementaires ou plusieurs assistants parlementaires. C'est pourquoi nous avons un déficit en termes de propositions de loi. C'est parce que les députés ne sont pas bien entourés, ils n'ont pas de techniciens autour d'eux pour pouvoir les payer convenablement. Donc aujourd'hui, si les acteurs politiques, par rapport à un certain nombre de réalités sociopolitiques de notre pays, font des propositions par rapport à l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale et que le gouvernement juge par rapport à un certain nombre de paramètres qui ont été avancés, de pouvoir acter cette proposition-là, je pense que c'est de bonne guerre. Cela vise à renforcer la démocratie, cela vise à renforcer le consensus politique. Et je vais vous surprendre. J'ai suivi rapidement, si vous le permettez, j'ai suivi une intervention d'un acteur politique de l'opposition, je préfère taire le nom, qui disait que si la proposition qui a été faite de prendre la commune comme une circonscription électorale, cela constitue une violation de la Constitution. Mais que la personne nous sorte cette disposition de la Constitution, parce que la loi organique fixant... Non, attendez que je vous dise. Non, attendez, moi j'ai des arguments. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la loi organique fixant, comment l'appelle-t-on, le nombre de députés à l'Assemblée nationale, il y a une disposition claire. Je les invite à pouvoir se procurer ce test-là et de voir clairement, parce que c'est écrit noir sur blanc, que... on peut choisir comme circonscription électorale soit une préfecture, soit une commune. Et moi, pourquoi je suis d'accord avec cette proposition? Parce que nous avons choisi de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la décentralisation. Et en termes de décentralisation dans notre pays, il n'y a que 2 degrés de décentralisation. Nous avons les communes et ensuite nous avons les communes. À aucun moment, la préfecture ne figure pas comme étant une... comment l'appelle-t-on, étant un niveau de décentralisation. Donc si nous voulons être corrects avec nous-mêmes, si nous voulons être réalistes avec les faits, parce que les faits sont têtus malheureusement, on doit pouvoir être raisonnable, arrêter de passionner le débat, voir les choses en face, en se basant sur les tests et en choisissant la voie de la vérité. Vous, Samir Ourossama, rapidement, si vous voulez parler, Gabin, rapidement. Oui, vous savez, je pense que c'est Samir plutôt qui est dans l'émotion, qui est dans la passion. Nous sommes en train de parler d'un pays. Nous sommes en train de parler de la gestion de notre pays. Et ce pays nous appartient à tous. On ne va pas juste satisfaire les besoins personnels de certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'on va aller à 117 aujourd'hui que UNIR va perdre sa majorité. Impossible. Quand on voit sur le terrain aujourd'hui, on sait très bien... l'objectif, c'est une proposition de l'opposition et non d'UNIR. Non, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas seulement penser à satisfaire les égos de certaines personnes. Parce qu'il y a certains partis politiques qui ont juste fait des calculs partisans pour proposer. Et je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui se disent, bon, on va proposer peut-être que dans telle circonscription, on va pouvoir avoir un député là-bas parce que dans la circonscription, la dite circonscription, on a un maire là-bas. Voilà ce qui a été pensé par certains partis politiques, raison pour laquelle ils ont fait ce genre de proposition. Cette proposition est non avenue, ce n'est pas possible qu'on puisse faire ce genre de choses. Ça sera validé demain. On attend en tout cas de voir on a besoin d'argent. La décision du Parlement demain. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samir Ourossama. Non, moi je voudrais féliciter chacun et chacune des Togolais et Togolaises qui font des efforts chaque jour que Dieu fait pour contribuer à pérenniser cette paix-là, à pérenniser cette situation sécuritaire, à pérenniser les acquis. Quoi qu'on dise, nous avons fait des progrès au cours de ces dernières années. Je pense que d'autres, si on donnait la chance à d'autres de venir, je ne suis pas sûr qu'ils feront mieux. On en a vu ailleurs. Les gens qui ont leur donné la possibilité de venir faire, ils ont été incapables de faire même la moitié de ce qu'ils critiquaient. Donc je pense que nous devons veiller à ce que les acquis que nous sommes en train, comment l'appelle-t-on, de franchir, que ces acquis-là soient conservés en travaillant, comme le chef de l'État le souligne d'habitude. Il faut faire en sorte que l'harmonie sociale, l'harmonie sociale, l'harmonie sécuritaire, que la paix soit notre première richesse. Parce que comme je l'ai dit, quand il y a une guerre quelque part, c'est impossible de penser au développement et nous avons intérêt à ce que ce pays-là soit stable, ce pays-là soit paisible pour tous les Togolais que nous sommes. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Gabin Adjaro, vos
mot de fin. Ah oui, mon mot de fin, ça va directement au niveau de ces histoires de péage. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour pouvoir pour réfectionner nos voies, pour aider à ce que nos voies soient bien. Mais je pense que ça pilule un peu de trop. Il y a des postes de péage un peu partout, même à Tabligbo, au niveau de Tabligbo, au niveau de Haroteux, un peu partout. Il y en a. Je pense qu'il faut juste circonscrire les péages sur les grandes voies pour aider à ce que la population puisse vaquer librement à leurs occupations et surtout aider aussi à ce que ceux-là, les motocyclistes, ne paient plus de péage. Parce que je pense que ça avait été donné dans une période, dans une circonstance assez particulière. Il faut quand même enlever ça. Même si les postes de péage, c'est déjà construit, on ne va pas les détruire. Il faut quand même aider à ce que les motocyclistes ne paient plus de péage parce que ça pèse un peu trop sur les populations et aussi même les riverains des péages. Quand tu vas à Vodjoubé, par exemple, quelqu'un qui est derrière le péage, à chaque fois qu'il fait des navettes, il est obligé de payer. Je pense que c'est de trop pour quelqu'un qui habite ces zones-là. Ça devient une casse-tête chinois pour ces populations. C'est très difficile. Et aussi les populations de Ouahala, Haro, j'en avais parlé ici, qui ont des problèmes d'addiction d'eau. Ils n'ont pratiquement pas d'eau. C'est très difficile pour ces populations-là de trouver de l'eau. Il faut penser, je suis sûr que le chef de l'État est à l'écoute. Il va penser à faire en sorte que ces populations n'aient plus de problèmes d'addiction d'eau. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes également juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Guillaume. Nous allons terminer avec vous, Abassa. Oui, pour ma première participation à notre Regard croisé, je tiens, et aussi en début d'année, je tiens à souhaiter une nouvelle année à tous nos proches, et particulièrement au chef de l'État, le premier responsable des Togolais, que cette vision qu'il incarne d'asseoir la paix et la stabilité au niveau du Togo continue et que cette année électorale qui s'annonce se termine en toute beauté dans la paix et dans la quiétude. Merci beaucoup à vous, Kokou Baili Abassa, merci en tout cas d'avoir rejoint l'équipe de Regard Croisé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes économiste et analyste politique. Exactement. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Merci à vous, Yves, à la réalisation, à Stéphane Kournou à la caméra, à la diffusion. Ils sont deux, Didier Outondi et Prudence Makoui. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.